Bonjour à tous. Effectivement, parler du ionogramme et de son interprétation en 20 minutes, ça va être de l'ordre de la gageure. Donc je vais essayer de simplifier et de vous faire toucher du doigt que ce qui est intéressant dans l'interprétation du ionogramme, c'est d'abord et avant tout de regarder les variations de chacun des membres de ce ionogramme, de chacun de ces ions. En effet, quand on parle de ionogramme, eh bien, il s'agit des concentrations plasmatiques de sodium, de potassium et de chlore. Souvent, quand vous envisagez de réaliser un ionogramme, la question qui revient, c'est « mais ça sert à quoi de doser le chlore ?» Je vais essayer, et ça sera l'essentiel de mon message aujourd'hui, je vais essayer de vous convaincre de l'intérêt qu'il y a à regarder le chlore conjointement à l'observation du sodium et du potassium. Alors ce ionogramme, ce sont donc des concentrations plasmatiques de sodium, potassium et chlore, et ça participe très largement à l'homéostasie des cellules. Et ces ions viennent pour l'essentiel de l'alimentation et sont des éléments caractéristiques des liquides biologiques. Je suis en train de vous dire un truc très simple, c'est que dès que votre animal va être déshydraté, quelle qu'en soit la raison, problème digestif, problème urinaire, problème endocrinien, eh bien, il y aura possiblement des répercussions sur ce ionogramme et il sera donc indispensable, et ça sera ma conclusion que je ferai tout à l'heure, je ne vais pas quand même faire ça en moins de 3 minutes, ça sera ma conclusion, c'est en fait, prenez l'habitude de systématiser beaucoup plus que ce que vous ne faites dans vos pratiques, le ionogramme. Tout animal qui est déshydraté ou qui est susceptible de le devenir doit, en même temps que son examen clinique, avoir un ionogramme réalisé. En effet, les perturbations de ce ionogramme sont extrêmement nombreuses. On va retrouver des causes environnementales iatrogènes, pour des raisons rénales, pour des raisons digestives, pour des raisons endocrinologiques. Et puis, Christophe nous parlait des épanchements. Dès qu'il y a épanchement, quelle qu'en soit la nature, directement ou indirectement, on aura des perturbations de ce même ionogramme. Alors ces perturbations seront ou des pertes de certains des électrolytes ou un gain anormal de ces électrolytes. Donc on aura des perturbations soit en hypo, soit en hyper. Commençons tout d'abord par le cation majoritaire en position extracellulaire, le sodium. Les variations de sodium vont conditionner la quantité d'eau qu'il y a dans les cellules. En effet, ce sodium est pour l'essentiel responsable de l'osmolalité extracellulaire. Donc toute perturbation sodique aura des répercussions secondaires sur la teneur en eau des cellules, mais aussi sur le fonctionnement de ces mêmes cellules. Juste rappelez-vous que ce sodium et cette natrémie est pour l'essentiel régulé par le système rénine-angiotensin-aldostérone et que conjointement à cette régulation sodique, eh bien, on va avoir des régulations potassiques. Et vous voyez tout l'intérêt qu'il y a d'analyser le sodium d'un côté, le potassium, et je vous le redirai aussi pour le chlore. Donc, qui dit perturbation sodique, dit perturbation de l'état hydrique des cellules. Si j'ai trop de sodium à l'extérieur, ma cellule sera déshydratée. Si j'ai pas assez de sodium à l'extérieur de ma cellule sera gonflée, turgescente. Et cela dit, parmi les difficultés, c'est que la clinique, notamment de l'hypernatrémie, qui se traduit essentiellement par une déshydratation cellulaire, cette clinique est très tardive. Elle va survenir pour des natrémies très élevées, 170, 180. Alors bien sûr, quand je vous donne ces valeurs de 170, 180, ce sont des valeurs un petit peu références et qui dépendent bien sûr de vos analyseurs. En fonction des analyseurs que vous utilisez, les valeurs usuelles que vous aurez sont propres à chacun des analyseurs. Mais retenez qu'il faut des variations et des élévations de sodium relativement importantes pour commencer à avoir un début d'effet clinique. Et à quoi ça ressemble ? Finalement, à pas grand-chose. En tout cas, pas grand-chose de très spécifique. Ce sera des animaux léthargiques qui vont gémir, qui seront, dans les cas les plus sévères, désorientés, ataxiques, avec des faiblesses musculaires, des convulsions, des comas. En fait, et c'est un des éléments majeurs de l'intérêt de mesurer ce ionogramme, c'est que la clinique associée aux perturbations de sodium, de potassium ou de chlore, cette clinique est non sensible et non spécifique. Et si vous ne faites pas le dosage, si vous ne systématisez pas votre ionogramme, eh bien vous ne pouvez même pas avoir idée qu'il puisse y avoir perturbation.
Les causes de ces hypernatrémies sont nombreuses. On a de jolies études sur le sujet qui sont des études rétrospectives sur plusieurs centaines, plusieurs milliers d'animaux, qui montrent qu'en fait, les causes de ces hypernatrémies sont de 3 grandes catégories. L'animal a accumulé du sodium, pour faire simple, il a perdu de l'eau pure, c'est-à-dire qu'il a gardé son sodium de base, mais il a, pour des raisons X, Y ou Z pathologiques, perdu essentiellement de l'eau. Et donc, il se retrouve avec une hypernatrémie. Ou alors, il a une perte d'eau avec beaucoup plus d'eau que de sodium. Alors, pour essayer d'identifier ces 3 grandes causes, eh bien, il faut en même temps, et l'interprétation du ionogramme doit systématiquement se faire avec le tableau clinique, et notamment pour interpréter l'anatrémie, il va falloir s'intéresser à l'impact et à l'état volémique ou d'hydratation de l'animal. Et il va falloir identifier les animaux qui sont avec des hypernatrémies et des hypervolémies, des hypernatrémies et un état normal de la volémie, et des animaux hypernatrémiques avec des états de déshydratation ou d'hypovolémie. En effet, parce que si vous faites cette distinction, ça va vous aider à identifier, de savoir si la cause de l'hypernatrémie, il y a un gain de sodium, une perte en eau pure ou une perte hypotonique, et ça va vous aider, et ça c'est un des apports essentiels aussi du ionogramme, c'est que ça peut largement vous aider à orienter votre démarche diagnostique. Ainsi, par exemple, dans le cadre des hypernatrémies, eh bien, si cette hypernatrémie est associée à des signes d'hypervolémie, c'est-à-dire des turgescences jugulaires avec des écoulements séreux, eh bien, il faudra envisager plus volontiers des éthiopathogénies de type gain de sel, et notamment eh bien, des intoxications par la... on va rentrer dans la période des fêtes et on a de jolis cas qui ont été décrits sur des intoxications c'était un labrador, je crois, ou... Pardon ? Un Doberman qui avait mangé, vous savez, les petites figurines qu'on met dans le sapin et qui sont faites en pâte à sel. Eh bien, l'ingestion de cette pâte à sel peut provoquer des hypernatrémies et tout un tableau clinique non spécifique. Et si à l'admission de votre animal avec ces troubles neurologiques, vous ne faites pas d'ionogramme, vous ne pouvez pas avancer dans votre démarche diagnostique. Autre cause d'intoxication au sel, c'est la pâte à modeler, qui est extrêmement riche en sel. La pâte à modeler qu'utilisent les enfants, eh bien, les chiens peuvent les manger. Et puis, on a d'autres causes endocrinologiques directes ou indirectes, comme les hyperaldostéronismes, les hypercorticismes. Et puis, on a des causes iatrogènes avec l'administration un petit peu caricaturale de solutés hypertoniques. Première grande cause, les hypervolémies associées aux hypernatrémies, et il faut rechercher des accumulations de sel. Si l'animal est normovolémique, avec une fréquence cardiaque normale, un temps de remplissage capillaire normal, une jugulaire normale, eh bien, il faudra plutôt envisager des pertes en eau pure. Alors, je vous vois avec vos téléphones, j'ai tout mis dans le proceeding. Pour le coup, tout est dans le proceeding. Mais après, vous pouvez continuer à faire des photos, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est vrai que le schéma présenté comme ça, avec l'animation, ça fait tout de suite plus chouette. Enfin, j'espère. Ces hypernatrémies associées à ces pertes d'eau pure, eh bien, il faudra plutôt rechercher des causes pas forcément très fréquentes, mais les hypodipsies, les adipsies qu'on peut retrouver dans les traumatismes crâniens, les états de diabète insipide, ou un truc qui peut arriver notamment en hospitalisation, on a juste oublié de mettre la gamelle d'eau. Ou dans une grande cage, sur un animal qui est polyfracturé, on a mis la gamelle d'eau trop loin par rapport à l'animal, et donc il est dans l'incapacité d'accéder à l'eau. Eh bien, on peut se retrouver avec des animaux avec des hypernatrémies associées à des états normovolémiques. Et enfin, troisième grande catégorie, ces hypernatrémies associées à des déshydratations ou des hypovolémies. Et à ce moment-là, les hypovolémies se traduiront par des jugulaires mal remplis, avec des tachycardies, des temps de remplissage capillaire anormaux, des nettetés de pouls fémorales perturbées, ou des déshydratations avec des persistances du pli de peau, des hénophthalmies. Eh bien là, en fait, les causes d'hypernatrémie associées aux déshydratations ou hypovolémies sont ou des causes rénales ou des causes extra-rénales. En effet, la perte hypotonique d'eau peut être à point de départ du rein ou essentiellement digestive. Alors comment peut-on faire la différence ? Eh bien ça, c'est
Un autre message qui peut être intéressant, c'est de temps en temps, ayez l'idée d'aller doser le fameux ionogramme, non plus sur le sang, mais sur les urines. Parce que, notamment, pour faire la différence entre ces pertes hypotoniques d'origine rénale ou d'origine extra-rénale, si vous dosez le sodium sur les urines, si votre machine le permet, eh bien vous allez pouvoir très simplement faire la différence entre ces deux catégories de causes. En effet, pour les pertes hypotoniques rénales, eh bien la quantité de sodium dans les urines sera faible, à très faible. Ben oui, le rein est incapable d'éliminer le sel, du coup il retient, c'est pour ça que vous avez une hypernatrémie. Et inversement, si vous avez des pertes hypotoniques extra-rénales, la quantité de sodium dans les urines sera normale, élevée, au-dessus de 20 millimoles par litre. Donc vous voyez l'apport du ionogramme pour essayer d'identifier une clinique qui est peu spécifique, et puis ça peut vous aider très largement, grâce à ce type de logigramme différentiel, à avancer dans vos démarches diagnostiques plus complexes. En miroir de ces hypernatrémies, l'hyponatrémie, qui, elle, cette fois-ci, s'accompagne d'une turgescence cellulaire, bien souvent, pas systématiquement, mais bien souvent. Parfois, attention, et on en reparlera, certaines hyponatrémies sont en fait une réaction physiologique de l'organisme à l'accumulation d'un hôte osmolyte actif, et je pense en particulier au glucose. Lors d'hyperglycémie diabétique, il n'est pas rare d'avoir des animaux qui vont, pour essayer de maintenir l'osmolalité plasmatique, pour essayer de garder l'homéostasie cellulaire, eh bien, vont suréliminer le sodium. Et ça fera partie des éléments à prendre en considération dans le diagnostic différentiel. À quoi ça ressemble cliniquement une hyponatrémie ? Là encore, tableau clinique qui apparaît très tardivement pour des hyponatrémies relativement sévères. Eh bien, rien de plus spécifique que tout à l'heure, et je vous ferai remarquer qu'un tableau clinique d'hyponatrémie et d'hypernatrémie, finalement, ça se ressemble énormément. On retrouve la léthargie, la désorientation, les convulsions, le coma. Et donc, si vous ne dosez pas, si vous ne faites pas l'ionogramme, si vous ne systématisez pas votre ionogramme, vous êtes dans l'incapacité de trancher entre hypo et hypernatrémie. Alors, par contre, n'hésitez pas, allez rechercher le tableau clinique et surtout posez-vous la question et interrogez le propriétaire sur la cinétique d'apparition de ce tableau clinique. En effet, au-delà de la valeur absolue des perturbations que vous aurez constatées, il va être important de savoir à quelle vitesse cette perturbation est arrivée. En effet, sur une perturbation qui est apparue de façon chronique, un peu lente, comme on va les retrouver par exemple sur les diabètes, eh bien les corrections devront être très lentes. Il faudra modifier cette natrémie très lentement, simplement pour éviter de faire des chocs osmotiques des cellules. Les causes des hyponatrémies sont en miroir de celles décrites pour les hypernatrémies. Et on retrouve l'intérêt diagnostique et l'importance diagnostique de confronter ces résultats à la clinique et au statut volémique de l'animal. Et on retrouve une arborescence tout à fait comparable avec une hyponatrémie associée à une hypervolémie. Eh bien, il faudra rechercher des états œdémateux avec des épanchements, comme décrit par Christophe, ou des états de dysendocrinie et plus classiquement d'insuffisance rénale avancée. Avec des normovolémies, on cherchera plutôt des comas particuliers avec des dérégulations endocriniennes et des sécrétions inappropriées d'ADH qui restent des situations peu fréquentes, mais de diagnostic complexe. Il me reste 5 minutes. Ah oui, ça va être très très compliqué. Je savais que j'y arriverais pas. Concernant les états d'hypovolémie, eh bien, on retrouvera aussi, une fois de plus, l'intérêt du ionogramme urinaire pour distinguer les pertes rénales des pertes extra-rénales. Le potassium, maintenant, deuxième élément du ionogramme, c'est le principal cation intracellulaire. Lui, on y pense bien, et c'est même souvent pour lui qu'on fait l'ionogramme. Et c'est vrai, on a raison, mais pas seulement pour lui. En effet, ce potassium va réguler le potentiel de repos des cellules et va conditionner l'efficacité des cellules capables de se dépolariser. Dès que l'essentiel de ce potassium est régulé par le rein, et c'est pour ça que dès qu'on a des perturbations rénales, que ce soit avec des polyuries d'un côté ou que ce soit avec des anuries de l'autre, eh bien on aura des perturbations rénales. Et en termes d'éthiopathogénie, eh bien on distingue 3 grandes catégories autour des apports potassiques qui ne sont jamais une cause première des troubles potassiques, mais seulement des facteurs favorisants qui peuvent aggraver la situation.
Les principales causes sont autour des pertes rénales ou extra-rénales, avec des pertes normales ou excessives qui vont conditionner cette kaliémie. Et puis l'autre grande catégorie responsable des troubles de la kaliémie, ce potassium, il est intracellulaire. Toute perturbation endocrinienne de l'entrée ou de la sortie de ce potassium à l'intérieur ou à l'extérieur de la cellule est susceptible d'impacter la kaliémie. À quoi ça ressemble? C'est une fois de plus pas très spécifique. Alors, je vous l'ai mis volontairement parce que dès qu'on parle d'hypokaliémie, on montre toujours cette faiblesse musculaire. Oui, mais cette faiblesse musculaire typique qui fait très joli sur une photo et qui se repère finalement assez facilement, c'est pour des kaliémies inférieures à 2. Or, il y a toute une frange d'hypokaliémie, justement, entre ce 4,5 et 2. Eh bien, si vous ne dosez pas, vous ne pouvez pas les repérer. Bref, en plus, vous ne pouvez pas décider de les corriger. Pour les hyperkaliémies, on va avoir un peu en miroir des perturbations des cellules qui se dépolarisent. Et généralement, on décrit plus volontiers des troubles sur l'ECG. Mais cela dit, on a aussi des troubles de l'ECG sur les hypokaliémies. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, il est essentiel de doser pour savoir qu'est-ce qu'on a à corriger, une hypo ou une hyper. Alors, les causes liées aux apports, aux pertes ou aux translocations, cause d'hyperkaliémie, eh bien, ça sera essentiellement une excrétion rénale réduite, ou des perturbations métaboliques qui vont faire sortir le potassium présent dans les cellules et le faire sortir à l'extérieur à l'origine d'une hyperkaliémie. Et si on regarde les causes d'hypokaliémie, eh bien ça va être là une fois de plus en miroir. Dès qu'un animal fait trop pipi, quelle que soit la cause de la polyurie, qu'elle soit endocrinienne ou autre, eh bien peu ou prou, tôt ou tard, votre animal aura une perturbation de son potassium. Dernier ion, le chlorure, qui est un anion, celui-ci. Il conditionne très largement l'équilibre des charges à l'échelle de l'organisme. Il est responsable de l'électroneutralité. Retenez une chose, parce qu'il faut que j'accélère encore plus. Retenez une chose, c'est que ce chlorure et ses variations ont quelque chose à voir avec l'état acido-basique de l'animal. C'est ainsi que, dès que vous aurez une accumulation de chlorure, une hyperchlorémie, eh bien fréquemment, vous aurez des animaux en acidémie. Et inversement, si vous avez des animaux en hypochlorémie, eh bien ils seront plutôt avec un pH sanguin alcalin. Alors, sachez, ça il faut le comprendre et l'apprendre, comme je vous disais, le sodium est un cation, le chlorure est un anion. À l'échelle de l'organisme, il y a un équilibre. Ça veut dire que cette chlorémie, il va falloir l'interpréter en tenant compte de la variation de sodium. Et c'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle la chlorémie corrigée. Alors la plupart de vos analyseurs vous la calculent directement, c'est Cl avec un petit indice en corps. Eh bien regardez prioritairement ce Cl, ce chlorure corrigé, parce que ça indique la variation de chlorure tenant compte de la variation de sodium. Et c'est ça qui, dans un premier temps, est le plus important, et le plus utile à interpréter. Et les valeurs usuelles de cette chlorémie corrigée sont comprises entre 107 et 113 pour le chien, et 117 et 123 pour le chat. Alors on regarde tout d'abord cette chlorémie corrigée, et on va retrouver des causes d'hyperchlorémie corrigée, avec essentiellement des accumulations de chlorure, et inversement, des hypochlorémies corrigées, qui sont pour l'essentiel liées à des fuites rénales et digestives, ou digestives. Si la chlorémie corrigée est dans les valeurs usuelles, à ce moment-là, on se contente de regarder la valeur mesurée et on sera donc ainsi capable d'identifier des situations de dysendocrinie particulières ou des états d'insuffisance cardiaque congestive. Alors, quel est l'intérêt sémiologique de cette chlorémie? Et je vous le disais en introduction, c'est une aide, notamment étiogénique, pour avancer sur la cause. Un exemple. J'ai un animal qui a une hyperkaliémie. J'ai au moins 30 hypothèses possibles. S'il y a cette hyperkaliémie, je constate qu'en même temps, il a une hyponatrémie. Eh bien, il me reste 9 causes étiogéniques possibles. En fait, je croise les différents logigrammes que je viens de vous présenter.
Et il me reste 9 causes. Est-ce que je peux, grâce à mes chlorures, essayer d'avancer un peu plus précisément dans l'origine de la cause de la maladie? La réponse est oui. Par exemple, si vous rajoutez la chlorémie corrigée à cette hyperkaliémie, hyponatrémie, eh bien, il vous reste 3 hypothèses. Et dans ce cas présent, on va retrouver la trichurose, la salmonellose ou l'ulcère perforant du duodénum si vous avez observé une hypochlorémie corrigée. Donc, apport du sodium, du potassium et du chlore, à la fois pour décider la thérapeutique qui va bien, parce que ce n'est pas la clinique qui nous aidera, c'est aussi un apport en combinant les 3 logigrammes pour pouvoir affiner, grâce à ce simple examen complémentaire, grâce à ce simple élément du minimal database, eh bien, ça peut vous donner des pistes étiogéniques précieuses. En conclusion, quand prescrire un ionogramme? Dès qu'on admet un patient en état critique, dès qu'on a un patient qui présente des troubles digestifs, rénaux, neurologiques, cardiaques, dits endocriniens ou avec de l'épanchement. Quand prescrire? Dès que j'ai un animal hospitalisé, dès que j'envisage d'administrer certains médicaments comme les digitaliques ou les antiarythmiques, parce que leur toxicité sera modulée par l'état du ionogramme, ou dès que j'administre des médicaments qui sont susceptibles directement de perturber ce ionogramme, et je pense en particulier aux diurétiques de l'anse. Et puis, on a une interprétation possiblement simple en regardant juste les valeurs hypo ou hyper. Ça, c'est l'interprétation 1.0. Mais si vous combinez les 3 éléments de votre ionogramme, eh bien, vous aboutissez à l'interprétation 2.0 et vous utilisez ce ionogramme avec toute sa valeur sémiologique pour vous aider à établir ou à avancer dans votre démarche diagnostique. Et puis, dès qu'on parle d'examen complémentaire, à un moment donné, il ne faut pas se voiler la face, il faut parler sous. Eh bien, en fonction des dispositifs et des analyseurs que vous êtes susceptibles, dans lesquels vous êtes susceptible d'investir, eh bien, vous aurez des coûts d'analyse qui, grosso modo, varient entre 2 et 10 euros. Mais n'oubliez pas aussi qu'associé, il faut rajouter le coût du prélèvement qui tourne autour d'une dizaine d'euros. Voilà ce que je voulais vous dire. Et comme Christophe, je vous invite à nous rejoindre à Venise, joli pays de l'Italie, pour parler de réanimation au mois de juin. Je vous remercie.